je me suis dit que là, si je ne prends pas soin de ma tête, je vais vraiment devenir cinglée au sens propre du terme. Ou au-delà même de cingler, faire une dépression qui me poussera à prendre des médicaments et à peut-être arrêter de travailler parce que j'avais vraiment cette sensation que je vivais un cauchemar en fait, que j'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Welcome back. Yandokoni. Mais c'est Ça, c'est vidéo TikTok, la vérité. En plus, je la regarde, elle me regarde comme ça en mode tu veux quoi? Je recommence. Non, mais c'est bon. Mais il y avait du bruit, non? Non. Pour toi, c'est quoi? Prendre soin de sa santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale, c'est vraiment prendre soin de soi. Faire que les choses que tu aimes bien, les choses qui te font du bien, les choses qui te rendent heureuse, même si c'est temporaire. Faire tout ce que tu aimes. Pour ceux qui aiment faire du sport, faire du sport au quotidien. Pour ceux qui aiment écouter de la musique, écouter de la musique à fond. Se mettre à fond sur tout ce qui te fait du bien. Tu prends soin de toi en faisant tout ce qui te fait du bien. Tu as cette hormone-là qui te fait être heureuse pendant ce moment où tu fais cette chose-là. Pour moi, c'est savoir reconnaître les alarmes qui font dans ta tête. En mode, là, meuf, ça va plus, stop. Stop. Et fais un break. Prendre soin, c'est déjà reconnaître que là, ça va pas et que je dois stopper avant de faire tout le reste du processus. Parce que tu peux pas entretenir quelque chose que tu ne reconnais pas. Vous voyez ce que je veux dire? S'écouter. S'écouter et s'écouter et être vrai avec soi-même. Notre corps nous parle, notre cerveau nous parle, nos émotions nous parlent et je pense que quand on ne s'écoute pas, c'est on refuse de prendre au sérieux ça. Et voilà, pour moi, il faut vraiment écouter son corps, écouter sa tête et utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition pour aller bien, parce qu'il y en a. Et ça n'est pas une honte que d'avoir besoin de quelqu'un et pour avancer. Ça n'est pas une honte. Et on a tous besoin de quelqu'un dans notre vie, sinon on serait seul sur Terre et ça n'est pas le cas. C'est quoi le plus gros mensonge qu'on t'a raconté sur la santé mentale? Que voir une psychologue, c'était pour les fous. Que voir un psy, c'était pour les faibles. La psychologue, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui parlent tout seuls dehors, qui crient dehors tout seuls, qui insultent. Enfin, c'est eux qui doivent voir des psychologues, c'est pas les autres. Si t'allais voir un psy, c'est que t'étais fou. Souvent aussi ça je l'ai beaucoup entendu quand j'étais un peu plus jeune. Que voir un psy, c'était pour les fous. Et c'est tout à fait faux. Et que psychologue et psychiatre, en plus, c'est pas la même chose. Et qu'il faut arrêter de confondre les deux. Et que c'est OK de pas aller bien, en fait. C'est OK, ça n'est pas anormal. On passe tous par des moments difficiles dans la vie. Et c'est OK d'aller mal. Et ça, c'est un très très gros mensonge. Parce que voir un psy, justement, c'est pour les personnes qui sont fortes et qui veulent aller encore mieux. Ah, le plus gros mensonge, moi, ça serait qu'on m'a dit que les Noirs, ils ne stressaient pas. Et j'ai cru. Et vraiment, j'y ai cru. Et ouais, c'est le plus gros mensonge. Quel était ton plus gros down mental? Comment as-tu réussi à t'en sortir? La mort de mon père. La mort de mon père était le moment où... Ah ouais, je me suis dit... Déjà, je me suis dit que moi-même, j'allais pas m'en sortir. Mais les autres aussi me regardaient en mode « Ah ouais, mais là, c'est mort, on va la perdre. » Et je me suis relevée parce que j'ai des enfants, de 1. Et que j'ai compris dans la conception que j'ai du monde aujourd'hui que la mort n'est pas une fin en soi. Et que surtout que mon père, il est encore là d'une autre manière. Mais ça m'a beaucoup aidée. Le fait de me dire que tout ce qui arrive est bon pour nous et ça arrive pour une raison. Et que la mort n'arrête rien du tout. On m'interdisait de pleurer pour X raisons. Et du coup, je disais ça va. Parce que aussi, je devais régler des choses. Je devais gérer des choses. J'avais pas le choix que de le faire. Donc, je le faisais. Et on me demandait si ça allait. Je disais oui. Oui. Alors qu'au fond de moi, même sourire, je trouvais que c'était trop. Parce que
comme si je m'autorisais pas à sourire parce que mon père était pas là. Et ouais, à ce moment-là, je disais beaucoup oui, ça va, alors que j'étais au plus bas. Et aussi, ouais, c'était ce moment-là. C'est plusieurs deuils. J'ai dû faire plusieurs deuils dans la vie au même moment. Beaucoup. Et des deuils assez conséquents. Et c'est ça qui a été mon plus gros down. Et vraiment, je me suis dit, je suis en train de vivre un cauchemar en fait. J'avoue que moi, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ma foi. Parce que vraiment, je cherchais des formules magiques pour avoir ce que je veux. Et au final, j'ai vraiment trouvé quelque chose de plus grand. J'ai trouvé de la résilience, j'ai trouvé de la force, j'ai trouvé de la joie, une vraie joie. J'ai trouvé du bonheur, j'ai trouvé de l'amour. Et j'ai trouvé cette force d'en donner aussi. Et du sourire. Voilà. Mon plus gros down mental, ça a été la perte de beaucoup de mes proches. Ouais, j'ai perdu pas mal de proches de manière... bref, les uns après les autres. Et ça, c'était compliqué. Et c'était d'autant plus compliqué de s'en remettre parce qu'en fait, à peine tu te remettais pas, mais à peine tu arrêtais de pleurer que l'autre tombait malade ou mourait par la suite. Donc, ça a été... ma période, c'est pas mon plus, c'est plusieurs périodes en fait qui ont de down, qui ont fait que après c'était très compliqué de m'en remettre. Le fait de perdre les proches, les gens que tu aimes, et en plus de ne pas forcément être là, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai perdu, qui étaient au bled, et compliqué, très 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 compliqué de s'en remettre. Donc c'était mon plus gros down mental. Après, comment j'ai réussi à m'en remettre? Très franchement, ça a été beaucoup mes proches. Tu parles... Il n'y a que mes proches et le temps. Parce qu'en fait, même si t'as tes proches, vu qu'eux aussi sont endeuillés, c'est un peu compliqué. Mais c'est le temps. C'est le temps qui m'a permis surtout de m'en remettre. J'ai laissé le temps au temps, j'ai pleuré. Je me suis donné le droit à ce moment-là. Par contre, j'ai pleuré, j'étais mal pendant très très longtemps. Ouais. Mais c'est le temps. C'est le temps qui m'a permis d'aller mieux. À quel moment tu as compris que ta santé mentale méritait autant d'attention que ta santé physique? Ah ouais, quand j'ai déjà su que je pouvais stresser et que j'avais des douleurs au ventre. Story time, j'avais des grosses douleurs au ventre. Et en fait, moi avant, je pensais que j'étais stérile et je pensais que c'était lié. Donc ma stérilité était liée à mon mal de ventre. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis partie au médecin, on m'a dit que j'étais une bouteille de gaz et que c'était le stress qui créait ça. Donc en fait, j'extériorisais tellement pas mon mal-être que ça a bouffé mon ventre. Ça a bouffé tout mon... Enfin, à l'intérieur, j'allais pas bien. Il y en avait qui... Je me rappelle que j'étais en restauration et il y a une fille, une blanche, qui perdait ses cheveux. Et je me rappelle avoir dit « Ah putain, les blancs, vous êtes fragiles. Hein. » Je me rappelle d'avoir dit ça. Alors que moi, mes douleurs au ventre me faisaient marcher à quatre pattes. Tellement j'avais mal, et il fallait que j'arrête de marcher, que je me pose, que la douleur elle passe et que je me relève. Et c'était créé par le stress. Donc c'est là que je me suis rendu compte que tu peux bien faire ton sport et compagnie, mais si à l'intérieur ça va pas, tu peux rien faire en fait. Ah, je me rappelle très très bien. J'ai compris ça le jour où j'ai fait une grosse crise d'anxiété. Une balèze crise d'anxiété qui m'a d'ailleurs créé des petits problèmes cardiaques par la suite. Parce qu'en fait, je crois que j'ai intériorisé tellement qu'un jour, j'ai été incapable, et quand je dis incapable, c'est incapable de bouger. Genre, chaque fois que je tombais, chaque fois que je me levais, je retombais. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Je tremblais, mais je tremblais tellement fort que j'ai vraiment eu peur de mourir ce jour-là parce qu'en fait, j'ai eu une balèze crise d'anxiété qui m'a complètement tétanisée. Je ne pouvais pas tenir debout, je ne pouvais plus marcher, j'avais des problèmes au niveau cardiaque, j'ai fini à l'hôpital. On m'a mis tout ce qui est électrode et tout ça. Et bon, on m'a fait les examens nécessaires, mais c'était beaucoup d'anxiété. Mentalement, j'allais tellement pas bien que mon corps en fait ne pouvait plus supporter autant d'émotions en fait. Et là, j'ai compris que oui, il faut autant prendre soin de sa santé mentale que physique parce que si dans la tête tout va mal, alors physiquement, t'inquiète pas, ça va se refléter à un moment donné. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu n'évacues pas ce qu'il y a dans ta tête, surtout les émotions très très négatives ou très fortes, c'est beaucoup la tristesse aussi, non. À un moment donné, ton corps en fait va te dire stop. Et mieux vaut faire le nécessaire avant que ce soit ton corps qui te dise stop.
Je l'ai compris après la perte de mon dernier enfant. Parce que moi, malheureusement, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui et j'en ai perdu beaucoup. Et au début, c'était des fausses couches assez tardives quand même, mais ça restait dans la tranche de fausses couches. Et quand ça a été au-delà de ça et que ce sont des enfants que tu as accouchés et qui sont décédés, le dernier, je me suis dit... Et au-delà de ça, il y avait d'autres deuils également que je devais faire. Je me suis dit que là, si je ne prends pas soin de ma tête, je vais vraiment devenir cinglée au sens propre du terme. Ou au-delà même de cinglée, faire une dépression qui me poussera à prendre des médicaments et à peut-être arrêter de travailler parce que j'avais vraiment cette sensation que je vivais un cauchemar en fait, que j'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas être ce genre de personne, je ne veux pas de ça, je refuse. Et donc, c'est maintenant que je dois guérir. C'est maintenant que je dois guérir. Et je ne dois pas être au plus bas pour guérir. C'est maintenant qu'on guérit. Est-ce qu'on t'a déjà dit c'est dans ta tête? On m'a jamais dit que c'était dans ma tête, les choses, mais on a pu minimiser mes souffrances en me disant que j'abusais. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, que j'abuse. Ou bien dire que ma tristesse, c'est de la folie. Et de la folie au sens propre du terme. Folie en tant que maladie. Et non pas folie comme on dit, ah, t'es folle. Non. Et ça m'a beaucoup fait mal. Parce que les personnes ne voulaient pas se mettre à ma place et dans mes chaussures. Pour juste se dire, elle est pas bien en fait. Elle est pas bien. Bah moi, je suis une personne, déjà, je vais souvent à contre-courant. Donc, on me dit souvent en mode, t'as ailleurs, toi, tu vois. Mais... quand on me dit que c'est dans ma tête alors que je sais que c'est réel, bah j'explique. J'explique que la personne en face de moi ne sait pas de quoi elle parle et que moi je suis pas folle et je sais ce que je vis et ce que je dis. Donc on me le dit pas souvent parce qu'on sait déjà que je suis à contre-courant. Genre, moi je dis toujours des trucs ailleurs. Donc des fois les gens ils verbalisent pas ce qu'ils ont dans leur tête à eux. Donc ça, c'est cool parce que du coup, j'arrive à m'exprimer librement et voilà. Concernant ma santé mentale, est-ce qu'on m'a déjà dit que c'est dans ma tête? J'en ai pas le souvenir. Si on me l'a déjà dit, j'en ai pas le souvenir. Je ne casse pas les affaires des gens. Est-ce que tu t'accordes le droit d'aller mal parfois? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, à 100%. Avant, je ne le faisais pas. Avant, j'étais le genre de fille qui voulait vivre dans le déni quand j'avais des problèmes. Donc, je faisais comme si ça n'avait jamais existé. Je mettais la chose sous le tapis. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est retourné contre moi. Et il n'y a aucune honte à aller mal. Et je l'ai compris aujourd'hui qu'il n'y a aucune honte à aller mal et qu'il faut vivre selon ses émotions. Il faut les laisser s'exprimer. Il faut les laisser sortir. Il faut les vivre pour qu'elle puisse partir. C'était quand j'ai perdu un de mes fils, où j'ai vraiment fait comme si tout allait bien. En fait, j'étais dans le déni total. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas qu'on m'en parle, je ne voulais absolument pas voir des visages tristes qui me regardaient, je ne voulais pas qu'on dise « Oh la pauvre », je ne voulais pas de ça. Et donc, il fallait absolument que je fasse comme si tout allait bien pour que les autres me retournent la même énergie. Et vraiment, j'ai fait comme si tout allait bien. Et c'était très, très faux. Et j'ai un jour vraiment bien craqué parce que c'était faux et c'est pas la chose à faire du tout. Il faut parler. Il faut parler et quand ça va pas, il faut dire que ça va pas et vivre ce moment où ça va pas. En privé. En privé, oui. Je m'accorde le droit d'aller mal quand je suis toute seule. C'est-à-dire que je suis pas la personne qui va exploser devant les gens. Ça m'est pas encore arrivé. D'ailleurs, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais oui, je m'accorde ce droit-là seulement quand je me retrouve vraiment seule face à mes 4 murs. Si vraiment j'ai fait les fois où je fais semblant d'aller quand je suis pas bien, dans les fois où ça va vraiment pas bien, vu que je vais mettre ma casquette de femme forte, comme disent les gens, toute la journée, bah, le soir quand je vais coucher mes enfants, bah, je vais m'accorder ce droit-là. S'il faut pleurer, je vais pleurer. S'il faut crier, je vais crier, quitte à m'étouffer. Enfin bref, je m'accorde ce moment-là, mais seulement quand je suis seule face à mes 4 murs. Ouf, moi je m'accorde beaucoup des choses sur tout ça. C'est vrai que j'étais une fille, je suis cette fille à qui on dit souvent t'es une femme forte. Et donc avant je m'autorisais pas le fait d'être mal ou qu'on me voit faible ou quoi, ou de pleurer.
Je pouvais pas. Je pleurais pour des raisons trucs, mais dire que je suis pas bien, je trouvais que c'était énorme. Et en fait, aujourd'hui, je m'autorise. Et si ça va pas, moi, je suis une personne, par exemple, quand je suis fâchée, quand je suis pas bien, j'ai besoin de dire des gros mots. J'ai besoin de parler fort ou quoi. Et avant, voilà, c'était mal vu et tout. Mais maintenant, là, si tu m'énerves, je vais dire des choses qui vont me permettre d'aller mieux. Parce que je m'en fous que toi, ça te fasse mal. En tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est que je me sente mieux. Et du coup, je le fais pour me sentir mieux. Donc, ouais. Ton conseil pour aller mieux, prendre soin de soi. Hein. Prendre vraiment soin de soi, se donner le droit d'aller bien. Et surtout, reconnaître quand ça va mal. Ne pas se sentir coupable d'aller mal. Parce que beaucoup de personnes aussi, quand ils vont mal, ont tendance en fait à limite être fâchés contre eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas bien. Donc non seulement il faut reconnaître qu'on va mal, il faut demander de l'aide pour ceux qui ont besoin d'aide. Ou alors, on peut demander de l'aide à un professionnel. Hein. Il y a un psy, les psys. Les psys, ce n'est pas pour les fous, justement, le psy, c'est pour les personnes fortes. Parce que pour moi, pour aller voir un psy, il faut déjà avoir cette force mentale de se dire « je ne vais pas bien et j'ai besoin d'être aidé ». Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, faut avoir pour ceux qui ont la possibilité, il faut voir un psy. À défaut du psy, pour ceux qui ne veulent vraiment pas voir de psy, il faut parler. Il faut parler pour aller mieux. Parce que je pense que le fait d'intérioriser, sachant que je suis pas une personne qui intériorise beaucoup, hein, ça n'aide pas. Il faut pouvoir dire les choses. Mettre des mots sur notre mal-être. Ça serait bien, tu vois. Ça t'aide à aller mieux. Quand tu vas pas bien et que tu arrives à poser des mots sur ton mal-être, ça aide énormément. Parler. Une fois que tu as parlé, déjà tu as ce truc-là qui fait que tu te décharges en fait quand tu parles et faire tout ce que tu aimes. Vraiment. Faut s'aimer. Faut s'aimer et il faut faire les choses qu'on aime également. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour aller mieux, il faut essayer au maximum de pas se censurer. Dans le sens où souvent on veut pas répondre à certaines personnes parce que c'est pas grave ou parce qu'ils vont pas comprendre et du coup tu te censures. En tout cas moi quand je le fais, ça me frustre et quand ça me frustre, je vais mal. Donc j'essaye au maximum de pas me censurer et de verbaliser mon mal-être, de crier quand j'ai besoin de crier et c'est pas ça la question. C'est ça ? Pour aller mieux. Ouais, verbaliser ton mal-être, pleurer quand tu as besoin de pleurer, pour justement ne pas être frustré en fait. Pour aller mieux, il faut déjà sortir de la frustration et te permettre d'être faible et d'être vulnérable. Voilà. Moi, en tant que chrétienne, je dirais que c'est prier. Mon conseil, c'est prier, c'est de lire la Bible. Honnêtement, pour être très honnête dessus, c'est la foi qui m'a aidée. Pas que ça, parce que voir une psychologue, ça m'a beaucoup aidée aussi. Vraiment, je conseillerais à tout le monde d'en voir au moins une fois dans sa vie, ou un si c'est un homme. Mais j'avoue que moi, c'est la foi qui m'a vraiment aidée. Je pensais, en lisant, moi je suis chrétienne, donc en lisant la Bible, je pensais que j'allais avoir ce que je voulais. Donc j'allais trouver des formules magiques pour avoir ce que je veux. Et au final, j'ai trouvé plus que ce que je veux. Et j'ai trouvé ce dont j'ai besoin. Et donc voilà, moi c'est mon conseil pour aller mieux, c'est d'être bien entouré. Et si tu es entouré par le divin, c'est encore mieux. Et comme je l'ai dit, pour moi, de la tristesse peuvent ressortir de très belles choses. De la tristesse ressortent les plus beaux films. Titanic même, qui est celui qui a fait un box-office de fou malade, c'est une histoire triste de base. Quelque chose qui est vraiment arrivé. Mais de là est sorti un film gigantesque et magnifique. De la tristesse ressort les plus belles musiques qu'on chante comme ça à l'unisson hyper fort dans notre salle de bain. On chante l'histoire d'un homme ou d'une femme qui a eu le cœur brisé et qui est peut-être vrai, c'est peut-être quelque chose de très vrai, c'est une vraie tristesse, mais qui a fait ressortir une très belle musique où tout le monde peut se retrouver. Les mélodies sont magnifiques. Je pense qu'il y a des pianistes, peut-être Beethoven a créé une composition avec la tristesse et c'est devenu un succès planétaire. Il y a des témoignages aussi, enfin bref, je pense que de la tristesse peuvent ressortir les plus belles choses. Et je sais plus c'était quoi la question, mais j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Moi, je voulais vous faire écouter un truc qui, j'espère, va vous faire remémorer de bons souvenirs.
Pour les hommes, les femmes, elles draguent mieux que les hommes. Est-ce que je peux raconter un story time? Oui, vas-y. Les toilettes étaient juste à ma droite. Je rentre, je dépose mes affaires par terre. Je rentre dans les toilettes. Je baisse au pantalon. Casser les toilettes des gens. Mon Dieu. Et le début, c'est l'attachement, ça se contrôle pas. Ça se contrôle. À un certain âge, ça se contrôle. Ça se Détache même. Ah. D'ailleurs, la vulve ressemble à une cathédrale, vous savez. D'accord. Oh, regarde. Tu vois l'idée?